Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, le but c'est d'apporter de la clarté. De la clarté dans tout ce brouhaha du web, j'ai envie de dire. Je me mets dans la peau d'une salariée, de quelqu'un qui s'intéresse au métier d'Online Business Manager, qui commence à taper sur le web, qui commence à se connecter avec des personnes sur LinkedIn, qui commence à suivre des bras droits, des assistantes virtuelles. Et mon Dieu, comment cette personne sera perdue. Mais vraiment, aujourd'hui je pense que on est d'accord pour dire que ce n'est pas facile de comprendre tout ce qu'il y a autour de ces métiers, assistante virtuelle, online business manager, COO aussi qu'on peut voir, et puis bien d'autres appellations. Le but de cet épisode, c'est de partager avec vous mon expérience autour de ces différents rôles, et puis d'apporter, comme je le disais, de la clarté pour vous, afin que cette clarté puisse être un peu diffusée. C'est un peu mon cheval de bataille aussi à travers le podcast des OBM, à travers Projet OBM, un effort d'éducation autour de nous, parce que certes, le métier commence, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, il est de plus en plus connu, mais c'est encore les débuts. Et donc, c'est hyper important que nous soyons tous responsables de cette clarté, que ce soit auprès de nos clients, que ce soit auprès de notre audience, que ce soit auprès de nos prospects. Le but de cet épisode, c'est de vous aider à gagner en clarté là-dessus, parce que je sais que ce n'est pas simple, mais moi, je vois de la confusion, même peut-être que dans certaines choses que j'ai pu vous partager, j'ai apporté de la confusion. Et l'objectif du coup de cet épisode, c'est d'apporter de la clarté et surtout, vous permettre de mettre des mots sur ce que vous faites, de mettre des mots sur ce que vous souhaitez faire et surtout vous permettre de mieux vous positionner ou mieux recruter si vous êtes entrepreneur et que vous écoutez en fait cet épisode de podcast. Le premier point sur lequel je vais pas forcément rentrer en détail parce que il y a tout un épisode de podcast dédié au sujet, c'est la différence entre l'assistante virtuelle et l'online business manager. Dans l'épisode numéro 6 du podcast, je détaille vraiment ça. Mais ici, je vais commencer par clarifier quand même la base. L'assistante virtuelle va avoir pour mission principale d'exécuter des tâches qui vont être déléguées avec un brief le plus précis possible. Plus le brief est précis et plus l'assistant virtuel va pouvoir être efficace sur sa mission et sa seule responsabilité c'est d'exécuter du coup ce brief précis. Est-ce que ça veut dire qu'elle va prendre du recul? Non, elle va pouvoir prendre du recul sur ça, mais l'objectif lorsqu'on délègue à une assistante virtuelle, lorsqu'on est CEO, lorsqu'on est dirigeant, c'est que l'assistante virtuelle arrive à effectuer en fait une tâche précise en lui fournissant un brief précis. Alors que l'Online Business Manager va, elle ou lui, du coup, prendre en charge des responsabilités et parfois même certains résultats à livrer, en tout cas certaines garanties de résultats sur des livrables. Je ne parle pas des résultats en termes de chiffre d'affaires, je parle des livrables, des résultats sur par exemple ce que va produire une assistante par exemple, des résultats sur des deadlines à respecter. Donc l'OBM, on va pouvoir lui déléguer des responsabilités. La responsabilité de suivre un projet, la responsabilité de piloter un projet. Exemple concret, on va demander à une assistante virtuelle ou un assistant virtuel de programmer une newsletter. Pour ça, on va lui faire un tutoriel, on va lui donner des axes à vérifier, on va lui demander d'intégrer par exemple des newsletters à notre plateforme d'emailing avec un brief précis. Là où à une OBM, on va lui demander peut-être de créer un plan éditorial, de superviser la mise en ligne des newsletters et d'analyser les résultats de la newsletter. On n'est pas sur les mêmes besoins déjà par rapport au CEO. Un CEO qui fait appel
l'assistante virtuelle va avoir besoin qu'une tâche soit effectuée en respectant un brief, alors que un CEO qui va faire appel à une OBM va normalement avoir un besoin d'une posture plus haute, avec un plan éditorial, avec de la supervision, avec une prise de responsabilité. Ce qui se passe et ce qui crée du flou, c'est que, comme on est dans du business en ligne ou même dans des startups, dans des petites entreprises, il y a très souvent ce qu'on appelle des glissements de tâches. Le glissement de tâches, on en a même dans les boîtes traditionnelles. On en parle très souvent dans les sujets RH, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et ce qui se passe aujourd'hui, dans le milieu du business en ligne, c'est qu'on va avoir des assistantes virtuelles qui vont faire des glissements naturels vers la gestion de certains projets, vers de la coordination, vers parfois certaines prises de responsabilité. Et elles vont tendre petit à petit vers un rôle d'online-based manager. Et du coup, ça va créer cette confusion parce qu'elles vont tendre vers le rôle d'online-based manager dans les tâches qu'elles vont effectuer, mais elles vont continuer à facturer comme des assistantes virtuelles, à être considérées par leur CEO parfois comme une assistante virtuelle et à se marketer sur le marché et à proposer des services d'online-based manager comme étant une assistante virtuelle. Et c'est ça qui est problématique. C'est que du coup, elles risquent d'être payées comme une assistante virtuelle alors qu'elles font un travail d'online-based manager. Ça peut laisser aussi les CEO croire qu'une assistante virtuelle et une OBM finalement c'est la même chose, que l'OBM c'est juste une assistante plus, que en fait elles ont la même facturation et donc ça crée un flou sur le marché. Donc ça c'est le point de l'assistante virtuelle. Ensuite on va avoir d'autres termes comme celui de COO, externalisé. Je pense que vous avez vu ça, que vous portez même peut-être ce titre-là. Le titre de directrice des opérations aussi, qui peut être du coup en opposition avec le rôle d'online-based manager. Une online-based manager, on l'a vu, elle prend des responsabilités, elle va optimiser, coordonner, améliorer ce qui existe. Mais ce qui est attendu d'une directrice d'opération, même d'une COO pour aller plus loin, ça va être de prendre part aux décisions stratégiques aux côtés du COO. Souvent avec une vision qui va être très transversale. Et là, moi-même, quand je dis cette phrase, je réalise que en tant qu'OBM, le nombre de fois où j'ai eu cette posture stratégique, où j'ai été amenée à contribuer aux décisions stratégiques, et même moi, j'encourage les OBM que je forme à travers Projet OBM à contribuer aux décisions stratégiques. Mais ce que j'aime dire pour aider vraiment à faire la différence, c'est qu'il y a quand même une différence entre une OBM qui donne son avis sur des stratégies, qu'une COO externalisée, un associé externalisé qui va faire du pilotage financier, mais vraiment qui va présenter le PNL, qui en fonction du PNL va aider le CEO à prendre des décisions, mais vraiment de structuration RH, pousser, de scalabilité, des choses qui vont être des sujets qui sont vraiment plus pointus, plus des décisions vraiment qui vont avoir un enjeu financier important et où la personne va vraiment avoir un rôle limite d'associé, externalisé, mais d'associé quand même. Donc pour moi, on n'est pas sur la même dimension qu'une OBM qui va contribuer à la stratégie pour un lancement de produit. On va être, lorsqu'on est CEO, sur des sujets qui sont structurants, mais beaucoup plus à un niveau, ok, je suis ton associé, mais externalisé. Et là, le même flou qu'on peut avoir entre l'assistante virtuelle qui fait finalement des missions d'OBM, en fait, on peut avoir ce flou entre l'OBM qui fait finalement tellement de choses, alors elle se comporte finalement comme une CEO externalisée. Et donc, est-ce que ce flou entre les deux, que ce soit assistante virtuelle, OBM ou OBM COO, est-ce que c'est grave? Pas tant que ça, finalement, selon moi. Pourquoi? Parce que le contexte des business en ligne fait que c'est aussi intéressant pour
les dirigeants, d'avoir finalement des personnes qui touchent un peu à tout, qui sont flexibles et de ne pas non plus complètement se restreindre. La problématique, c'est lorsqu'en termes de pourcentage, tu as une étiquette X, mais que dans la réalité, tu effectues 70%, plus de 50%, 80% d'une étiquette Y. Exemple concret, une OBM qui a clairement une posture de COO, qui va avoir par exemple dans son équipe une chef de projet, donc ça veut dire qu'elle va se détacher de la gestion de projet, etc. Là, si dans l'équipe dans laquelle tu es, il y a des chefs de projet, il y a des responsables marketing, c'est que tu commences à toucher à un rôle de COO, qu'il n'est plus attendu de toi d'être juste dans le suivi des opérations, dans le suivi des projets. Et donc, tu dois facturer aussi comme une COO. Si, en tant qu'assistante virtuelle, tu as plein de tâches de coordination, que tu as des responsabilités, c'est que, en pourcentage, si tu es à 80%, c'est que tu ne dois plus avoir le titre d'assistante virtuelle. Ce n'est plus possible. Tu n'es plus une assistante virtuelle qui a, oui, quelques petits trucs, voilà, parce que ça te fait plaisir. Non, tu es une OBM. Et inversement, je n'ai pas parlé de ce cas-là, mais aussi des OBM qui, quand tu regardes les prestations qu'elles facturent, ce qu'elles font que de l'exécution, que de l'opérationnel, de l'exécution de tâches, etc. Ben non, si 70% de tes tâches c'est de l'exécution et une posture d'assistanat, tu n'as pas à facturer comme une OBM non plus, parce que ça crée de la confusion sur le marché. Et inversement, une COO qui va faire que des missions d'OBM, mais en fait non, elle ne devrait pas avoir le titre ni la facturation en fait d'une COO. Donc en fait, le problème, il est dans la clarté de votre facturation et dans votre capacité de savoir, contexte dépendant, client dépendant, ce que vous faites vraiment. Surtout que là, j'ai parlé du coup de l'assistante virtuelle, de CEO, mais il y a aussi toutes les appellations plus spécifiques avec des rôles qui sont aussi sur le marché. Et même moi, je l'utilise parfois pour vous permettre de comprendre ce qu'on fait. Quand on parle de bras droit, quand on parle de chef de projet, en fait, tout ça, ce sont des termes qui touchent aussi au métier d'OBM, mais qui ne sont pas forcément étiquetés comme étant OBM. Un chef de projet va être plus limité. Son rôle, ça va être de piloter des projets, de suivre un projet, de gérer les livrables, etc. On va pas lui demander tout ce qu'on va demander à un OBM qui va toucher à tous les piliers dont je vous ai déjà parlé dans cet épisode de podcast. L'OBM va être plus transversable. Il ou elle va superviser, plusieurs pôles d'ailleurs. Et pas juste les projets, les opérations aussi. Le terme bras droit, c'est souvent un terme qui va être fourre-tout. C'est un terme qui permet effectivement d'être flou. Mais attention aussi à des bras droits qui sont des assistants, à des bras droits qui sont des OBM. Moi, j'aime bien parler de bras droits pour montrer le côté, voilà, qu'on est partenaire du CEO, qu'on va avancer avec lui. Mais c'est vrai que lorsque vous mettez bras droit sur vos présentations, ce n'est pas hyper clair parce que des fois, on va avoir des assistantes qui se considèrent comme des bras droits, alors que ce sont des assistantes, ce ne sont pas des OBM. Donc, le terme bras droit est un terme un peu fourre-tout et que ça va vraiment dépendre du périmètre qui est confié. Mais par contre, bras droit, c'est vrai que c'est très explicite sur la posture que vous pouvez avoir. Et donc, des fois, j'aime bien utiliser, moi, dans ma communication, bras droit, parce que des personnes qui découvrent le milieu du business en ligne et le terme Online Business Manager, parfois, OBM, ça ne leur parle pas. Donc, j'utilise le terme bras droit pour pouvoir parler. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, bras droit, je vois, je vais aider le CEO, et ça permet, en fait, à la personne de se projeter. Donc, même moi, j'utilise des termes qui sont pas exacts, mais c'est pour permettre à la personne à qui je m'adresse de pouvoir se projeter un minimum. Donc, avec tout ce flou, avec tout ce qu'on peut voir, le conseil que je donne à tous mes clients et que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser enfermer par un mot. Soyez juste au clair sur votre valeur et votre zone d'impact. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si vous voyez une annonce, peu importe le titre, si vous voyez dans cette annonce des missions qui sont des missions dans le cadre de ce que vous avez appris, dans la valeur ajoutée que vous souhaitez apporter à vos clients, vous sentez que vous êtes dedans, allez-y. Et faites une facturation juste à la valeur que vous apportez. Si sur un poste, vous avez plus de 70% de missions qui sont rattachées à des responsabilités, des choses qui sont liées à un titre en particulier, c'est que vous allez facturer pour ce titre-là. Même si vous avez des petits à côté,
le rôle dominant que vous allez avoir, c'est lui que vous devez facturer. Et ça, c'est de votre responsabilité et c'est de celle aussi du CEO à s'informer pour connaître la réalité du terrain, pour connaître les différents métiers disponibles dans le business en ligne et pouvoir aussi recruter efficacement. Au final, du coup, si je fais une synthèse, ce qui compte vraiment, c'est que le titre a son importance pour être trouvé, identifié, valorisé. C'est important que tu saches te positionner. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as envie de devenir Online Business Manager, il faut absolument que tu mettes dans ta bio Instagram, dans ta bio LinkedIn, sur ton site web, que tu sois référencé comme étant une Online Business Manager. Maintenant, le plus important, ça reste les missions concrètes que tu assumes pour tes clients. Tu peux très bien saisir une opportunité qui n'a pas le titre d'OBM si tu te retrouves dans les missions qui sont proposées. Sois au clair avec ça. Et attention à ne pas survendre un rôle que tu ne maîtrises pas encore. Ça, je le dis aussi. Donc, dans ta com, parle des sujets OBM, parle des problématiques que tu peux résoudre en tant qu'OBM, parle de ce que tu peux apporter en tant qu'OBM. Mais lorsque tu rencontres un prospect, lorsque tu proposes tes services, pars des besoins et résous des besoins et facture des besoins en fonction de la valeur ajoutée que tu apportes. Si tu es dans l'exécution, facture comme une assistante virtuelle. Si tu es dans de la valeur ajoutée, dans ta prise de responsabilité, facture comme une OBM. Si tu es dans un poste où tu prends des décisions, où tu manages plus l'équipe que tu es dans des postures opérationnelles où tu fais des projets, où tu fais des choses, c'est que là tu touches à des sphères de COO, de partenaires externalisés, alors facture comme quelqu'un qui apporte la prise de décision. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'à la fin de cet épisode, tout ça est plus clair pour toi? En tout cas, je l'espère parce que je sais que ce n'est pas simple. Mais j'espère qu'avec ce type d'épisode, les choses sont plus claires pour toi, pour vous. Si jamais tu as envie d'envoyer cet épisode de podcast à un dirigeant qui ne sait pas qui fait quoi, etc., n'hésite pas à le faire. Si tu veux l'envoyer à tes amis, tes potes, tes collègues, tes business friends qui sont freelance dans ces domaines-là et qui ont du mal à s'y retrouver, tu sens que ça va leur apporter de la clarté, partage le message. Certes, ça fait connaître le podcast des OBM, c'est surtout que ça permet en fait à chacun d'entre nous de nous responsabiliser par rapport à la valeur qu'on apporte. Et ok, on accepte le flou sur le marché, c'est complètement ok qu'il y ait plein d'appellations, qu'il y ait plein de choses, mais il faut que ce chaos, on puisse nous-mêmes pouvoir en tirer parti et apporter une sorte de clarté à notre niveau lorsqu'on est avec des prospects, dans notre communication, etc. Ça, c'est notre responsabilité. On fait notre part, ok ? Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'ici. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser une note si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!